Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Avant de vous présenter mon invité du jour, je voudrais vous parler d'une nouveauté que je sors en partenariat avec l'organisme de formation SideQuest. Et cette nouveauté, c'est une formation sur le personal branding. Le personal branding, en français la marque personnelle, un sujet que je trouve extrêmement intéressant puisqu'il mêle finalement des aspects qui rejoignent complètement mon travail avec Fleur d'Avocat et notamment avec ce podcast qui sont des aspects de pure personnalité. Qu'est-ce qui fait qu'un avocat a une personnalité singulière, particulière, intéressante? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'on retient de lui? Qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qu'il ou elle dégage d'ailleurs? Qu'est-ce qui est inspirant chez cette personne et en quoi est-ce que sa personnalité a un impact sur son développement de carrière? Et puis d'autres de ces autres sujets que sont plus des sujets de marque, de marketing pur, qui rejoignent cette fois mes travaux dans le cadre de la formation développer sa clientèle. Pourquoi est-ce que je pense que ce sujet est un sujet essentiel et finalement c'est la première formation sur laquelle j'ai souhaité travailler en pur e-learning dans un produit qui soit moins cher que les accompagnements que je donne aujourd'hui, qui s'étalent sur plusieurs mois, où j'interviens, où je coach, où je conseille, où on travaille beaucoup main dans la main. Là, vous êtes d'une certaine manière seul avec moi à travers les vidéos, mais vous travaillez seul sur ces sujets, mais c'est aussi plus accessible. Pourquoi est-ce que j'ai d'abord voulu travailler sur ce sujet? Bon, alors bien sûr parce que ça m'intéresse énormément, mais aussi parce que selon moi, le fait de construire et de développer une marque forte, c'est vraiment l'élément différenciant sur un marché et l'élément différenciant dans ce qui fait que vous allez vous distinguer sur un marché et pouvoir développer des conditions de travail et des relations de travail qui sont celles que vous souhaitez et aux conditions que vous souhaitez. C'est-à-dire que c'est ce qui vous permet d'avoir des clients qui sont des clients de qualité, pas des clients qui vous choisissent que parce que vous êtes le moins cher ou celui qui a été le plus sympa en termes de quantité de gratuits et de rendez-vous gratuits, etc., qui a été fait. Et puis aussi des relations de travail où en fait, comme on a envie de travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, on accepte aussi vos conditions de travail puisque celles qu'on voudrait imposer de façon unilatérale. Bref, et donc ça veut dire payer plus cher potentiellement des honoraires pour un avocat parce qu'on préfère travailler avec cet avocat qu'avec quelqu'un d'autre. Ça a un impact sur les délais de livraison, sur l'accessibilité le soir, le week-end, toutes ces choses-là qui, tout mis bout à bout, contribuent quand même à ce qu'on ait une vie qui soit plutôt une vie professionnelle qui soit plutôt sympa. Et bien ça, c'est un travail que la marque personnelle, que le développement d'une marque personnelle peut vous aider à construire. La marque personnelle, c'est, pour reprendre la définition de Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, ce que les personnes disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et il se trouve qu'en fait, votre marque personnelle, vous en avez une, quoi que vous fassiez. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que vous en ayez une qui vous convient, qui vous arrange, qui soit en accord avec les objectifs que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que j'ai le cas avec une cliente actuellement, une cliente son coiffeur lui a dit moi je te trouve trop gentille, je te recommanderais pas comme avocate et je te prendrais pas comme avocate parce que t'es trop gentille. C'est une personne qui est à son compte, qui veut développer sa clientèle et typiquement c'est pas du tout une réputation et une perception d'elle par autrui qu'elle a envie de maintenir. Et la bonne nouvelle, c'est que avec les techniques que je transmets dans cette formation, c'est quelque chose qui s'influence. Vous pouvez influencer la manière dont vous êtes perçu et ce qu'on retient de vous et votre capacité à impacter et à devenir mémorable. Donc c'est tout ça que je travaille dans cette formation, dans un parcours de vidéo sur 3 heures. Alors je crois que c'est environ 2h30 de pure théorie, avec aussi agrémenté d'extraits du podcast, etc. Je m'appuie quand même beaucoup sur la matière que je fais.
Et puis une demi-heure de vidéos qui sont des exemples où je prends des exemples très concrets dont des avocats qui sont passés dans ce podcast et que vous reconnaîtrez. C'est une formation que je fais en partenariat avec SideQuest et j'explique les raisons de ce partenariat et comment est-ce qu'il s'insère dans ma réflexion globale, dans la structuration de mon activité avec Fleur d'Avocat. Tout ça, je l'ai expliqué dans la newsletter et les abonnés à la newsletter ont aussi eu accès à la formation à un tarif vraiment avantageux et inédit. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous invite à vous inscrire à la newsletter parce que c'est la meilleure manière pour vous de bénéficier des meilleures conditions de travail avec moi, quel que soit ce que j'offre. Et voilà, 3 heures prise en charge par le FIFPL qui est possible et pour le coup intégralement en fonction de ce qui vous reste comme crédit sur votre compte FIFPL et qui vous permet aussi de valider des heures de formation continue, ce qui est bon pour la déontologie. Il me reste quelques instants pour vous présenter mon invité du jour, Benoît David, avocat au barreau de Paris depuis 2006, qui pratique le droit pénitentiaire, un petit peu de droit pénal et de droit des étrangers aussi, qui est installé à son compte, qui a 2 collaboratrices et qui est une personne absolument adorable. Vous allez, je pense, beaucoup aimer son interview. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, je commence toujours par la même première question. Comment et pourquoi vous êtes devenu avocat? Et ensuite, on chemine. Alors, pourquoi et comment Comment plutôt. C'est-à-dire que avant de faire des études de droit, j'avais fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC, donc j'avais fait une prépa et j'étais arrivé à l'ESSEC. Et quand j'étais en cours à l'ESSEC, il y avait une possibilité d'avoir des équivalences avec la fac de Cergy-Pontoise si on suivait un certain type de cursus de droit à l'ESSEC. Chose que j'ai faite, qui m'a intéressé. Pourquoi est-ce que vous étiez allé en école de commerce en premier lieu ? Parce que j'étais bon élève au lycée, sans trop savoir ce que je voulais faire. Donc je m'étais orienté vers une prépa. Et puis en prépa, j'ai bossé pour avoir ce que je voulais. Et voilà, sans conviction. Voilà. J'aurai un bon métier si je fais une bonne école de commerce. Voilà, alors au fond de moi, j'avais toujours envie d'être commissaire-priseur. Ah ouais. Voilà. Et puis vous voyez, finalement non. Mais ça m'intéresse toujours. Hein. Je suis toujours, et parfois je me dis, j'y arriverai. Un jour, je changerai de métier. Je dis ça, je sais pas. Et donc après, je suis devenu avocat parce que quand j'étais en équivalence à la fac, j'avais un copain qui faisait pareil que moi et qui lui voulait devenir notaire. Et il m'a dit, mais Benoît, deviens avocat. Je dis, je sais pourquoi. Il me dit, comme ça, passe le diplôme et tu verras après. Et voilà. Et sans plus de... Alors en école de commerce, souvent il y a des stages, il y a des années de césure, il y a plein de trucs comme ça. Vous, qu'est-ce que vous aviez fait ? Moi, j'avais fait d'abord un stage dans un institut de recherche en économie, voilà, intéressant. Vous aviez recherché sur quoi ? C'était sur les statistiques du chômage. Je devais vérifier grosso modo des séries statistiques qui avaient été faites et la méthode de calcul utilisée. Ouh là 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 là. J'étais assez matheux. J'aimais bien les maths. Je comprenais pas grand-chose, mais j'aimais bien les maths. C'est marrant. Hein, et puis, et après, j'avais fait un stage à la mission économique de Singapour. Mm-hmm. Et ensuite j'étais... Ça avait été le parcours droit. Voilà, ensuite c'est le parcours droit. Et le parcours droit, à ce moment-là, j'ai fait mes derniers stages que je devais faire de l'ESSEC. Je les ai faits en cabinet d'avocat. Donc d'abord un cabinet d'avocat d'affaires, après un pénaliste. Et voilà. Et ça vous avait plu, c'est ça ? Et en fait, du coup, vous avez validé l'aspect droit parce que votre pote vous a dit mais viens, sois avocat, quoi. Oui, voilà, il m'a dit mais comme ça tu auras un diplôme professionnel et puis tu verras après. Ouais. Alors que l'ESSEC, c'est pas un diplôme professionnel. C'est vrai que c'était... ouais, je pense qu'il voulait dire termine tes années de droit quand il disait diplôme professionnel. Mais et voilà, et après en cabinet, j'ai trouvé ça super aussi. Hein, donc comment est-ce que vous commencez ? Vous dites vous avez fait un stage en cabinet d'affaires et un stage en cabinet pénaliste. Qu'est-ce que vous avez retiré de chacune de ces expériences ? Alors, dans le cabinet de droit des affaires, un énorme ennui. Vous faisiez quoi ? C'était essentiel. De mémoire, on faisait beaucoup de droit immobilier. Mm-hmm. Et je m'ennuyais. Après, je pense aussi que j'avais pas le niveau. Vous voyez, j'étais trop jeune, je pense, dans mes années de droit, pour pouvoir faire aussi des choses
peut-être plus intellectuellement intéressante. Et chez le pénaliste, là ça a été un peu la découverte. C'était du droit du pénal métier. des personnes ? Oui, droit pénal des personnes, un peu de pénal des affaires. C'était chez Paul Lombard, donc vous voyez un vieux ténor du barreau de Paris, et donc c'était de beaux dossiers, enfin ce qu'on appelle une belle clientèle, et c'était très chouette, et en plus les gens avec qui je travaillais étaient très, très sympas. Oui. Et ça, c'est vrai que ça fait parfois beaucoup, peut-être que... Ça fait beaucoup. Voilà, Et donc, vous devenez avocat, et comment est-ce que vous commencez l'exercice ? Alors, je commence d'abord dans un gros cabinet anglo-saxon. Donc, vous vous ennuyez dans votre stage en droit des affaires, vous vous éclatez en droit pénal, mais vous cherchez quand même votre collab en droit des affaires. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle En conclusion fait, n'avez-vous pas tirée ? Je pense que j'étais assez mal. J'étais pas conseillé déjà. Donc c'était moi qui décidais bêtement, qui avait pas de discussion avec des confrères, qui avait pas du tout de plan de carrière. Enfin, et effectivement, je devais chercher mon stage final de l'EFB. Et je pense que, c'est pas que je pense, c'est que j'ai dû postuler chez des pénalistes où j'ai pas été pris, mais bon, à la rigueur, il y a peu de places et beaucoup de demandes. Et c'est vrai que c'est ce gros cabinet d'avocats d'affaires, tout de suite, ils ont vu l'ESSEC et droit, et c'était un peu le profil courant. Oui. Et c'est vrai qu'ils m'avaient vendu ça quand même comme étant du pénal des affaires. Et je m'étais dit, tiens, finalement, c'est assez cohérent. Tu as fait du droit des affaires. Voilà. Tu as une formation d'école de commerce et tu aimes bien le pénal. Donc, ça devrait t'intéresser. Et en fait, c'était horrible. Qu'est-ce que t'es horrible ? Tout. J'aimais pas l'ambiance. J'aimais pas mes collègues. Je pense qu'ils m'aimaient pas. On ne s'aimait pas. On s'aimait pas. Mais j'aimais bien mon voisin, par contre, de bureau, qui était un Américain, qui est arrivé en même temps que moi, mais lui qui était embauché, qui était embauché depuis déjà pas mal. Qui était collaborateur. Moi, j'étais en stage et après, ça a débouché sur une collaboration, mais lui était déjà collaborateur et lui, il a vu que je m'ennuyais. Et en fait, il y avait une activité pro bono dans ce cabinet et il a donné mon nom. Il a dit, mais mettez Benoît là-dessus. Et donc, on était 4 avocats. Il y avait une Irlandaise, une Chilienne, je me rappelle, une Iranienne et moi. Et on était sur un dossier de Cour européenne des droits de l'homme et de meurtres non élucidés dans l'armée turque. De Kurdes qui étaient intégrés dans l'armée turque et qui étaient assassinés. Et c'était passionnant en fait. Ça c'était passionnant. Donc finalement, bon an mal an, mon stage, moi je l'ai fait pas du tout dans ce qui était au départ prévu. Et ils m'ont quand même proposé une collaboration. Ce qui est quand même fou. Oui, mais en fait ils avaient après. Vous aviez donné le change quand même sur le reste. Oui, c'est-à-dire que quand même que dès qu'il fallait faire des trucs, des tâches très ingrates, je les faisais. Enfin comme tout le monde, mais je veux dire voilà moi, je suis assez. On me dit de faire quelque chose, je le fais. Enfin, je veux dire, à l'époque, en plus, voilà, c'était mon patron qui me disait qu'il fallait le faire, je le faisais. Voilà, je n'avais pas me rebeller. Et ils m'ont embauché, mais c'était sur un CDD. Okay. Donc, de toute façon, c'était pas plus mal, puisque le CDD n'a pas été renouvelé. Ce qui était pas plus mal parce que moi, ça m'a permis aussi de partir, finalement, parce que quand on est dans ces gros cabinets, on s'installe aussi dans une routine financière déjà, on gagne très bien sa vie, surtout quand on est aussi jeune, on gagne très bien sa vie et c'est vrai c'est difficile de se dire bah non, il faut en partir, voilà, on a 25-30 ans, c'est plus difficile je pense de dire non. Et là au moins j'avais un CDD, c'est terminé, ils m'ont pas renouvelé, voilà. Et vous dites que c'était le droit pénal des affaires, mais que vous vous étiez dit ça devrait me plaire, et puis en fait pas du tout. C'était quoi le type de dossier que vous traitiez dans cette équipe ? Pour le coup, il n'y avait pas de pénal des affaires où j'ai dû en faire un tout petit peu. C'était essentiellement du contentieux commercial, contentieux civil et commercial. C'était donc dans le département dit contentieux, mais
c'est paradoxal parce que dans ces gros départements, personne ne va plaider. Vous voyez, ça s'appelle contentieux. Mais finalement, les collaborateurs ou collaborateurs seniors, ils vont pas plaider. C'est éventuellement peut-être l'associé, mais qui nous a même pas fait venir en plus. Vous voyez, en tant que stagiaire, il aurait pu dire venez voir une audience. Ça aurait pu être intéressant, ou sur un dossier sur lequel on avait bossé. Donc non, on voyait même pas ça. Donc ça s'appelle contentieux, mais en fait, finalement, vous faites que du conseil. Que du conseil. Enfin, que de l'écriture. Que de l'écriture. Ouais. La recherche et de l'écriture. Exactement. Et donc, le CDD se renouvelle pas. Vous le vivez comment? Vous vous très dites bien. Très bien. Ok. Ouais, je me dis en fait, c'est très bien. Je me dis en fait, c'est très bien. Je le prends pas personnellement en plus parce que pour le coup de mémoire, il y avait je dis que je m'entendais avec personne, non, mais celle qui était, on va dire la collaboratrice senior dans le bureau dans lequel j'étais, m'avait pris un peu entre quatre yeux. Elle avait été honnête et sympa en me disant je crois que tu te plais pas. Elle m'avait dit insiste pas, enfin mais gentiment en disant voilà, tu te prends pas la tête. T'es peut-être pas fait pour ce cabinet, enfin voilà. T'auras des opportunités. Voilà, ailleurs. T'inquiète pas, t'es pas le premier, t'es pas le dernier à qui on renouvelle pas un contrat. Et finalement, peut-être qu'au début j'avais été déçu, puis finalement j'ai un souvenir aujourd'hui de me dire que c'était très bien et au contraire je l'ai plutôt bien vécu. Et comment vous avez rebondi? Alors comment j'ai rebondi là à ce moment-là, j'ai réécrit à des cabinets d'avocats et on m'avait contacté un petit cabinet qui faisait du pénal bancaire et pénal boursier. Et donc là, j'aurais écrit, et là, ils m'ont reçu et ils m'ont embauché. Trop cool. Alors, trop cool. Après, vous allez dire que c'est moi le problème, mais... Non. C'est bon. Et en fait, je travaillais... il y avait plusieurs associés. Je suis arrivé, en fait... on m'attendait au tournant. C'est-à-dire que les collaborateurs qui étaient là, qui étaient plus âgés que moi, j'étais plus payé qu'eux. Moi, j'avais demandé un peu ce que je gagnais dans le gros cabinet. Et grosso modo, on m'a dit non, c'est pas possible autant, mais on va vous donner tant. Bon, très bien, j'avais accepté, moi. Et seulement, je savais, c'est qu'ils avaient dit à tout le monde combien j'étais payé. Donc, les collaborateurs qui étaient plus seniors que moi, ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues, mais ils m'ont pas aidé au début. Et puis, ils me l'ont dit après. Ils m'ont dit, bah ouais, en fait, on te laissait faire. T'étais plus payé. On n'allait pas tirer dessus. C'est intéressant d'un point de vue organisation. Ouais. C'est pervers, je pense aussi d'être allé dire ça, parce qu'en fait, ça m'a très déstabilisé. Et donc, il y avait aussi une crise latente entre des associés qui allaient se séparer. En fait, le cabinet allait exploser. Il a explosé d'ailleurs 2 ans après, je crois. Donc, il y avait déjà, en fait, je pense, des tensions, parce qu'il y en a un qui était plus proche de la retraite, 2 autres qui voulaient plus tirer le cabinet, voilà, etc. Et puis moi, on m'a mis avec celui qui m'avait recruté, vraiment, qui était, on va dire, le titulaire du nom du cabinet. Et il était particulier. C'est quoi particulier? Le lundi, j'étais quelqu'un de génial. Le mardi aussi. Le mercredi, je commençais à être moins bon. Le jeudi, j'étais vraiment nul. Et le vendredi, je me prenais le dossier dans la figure. Ok. Donc c'était... Il aurait fallu que ce soit la semaine de 3 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis parfois, il m'appelait le week-end. Et en fait, il y a déjà eu une première alerte, c'est que j'ai quand même rencontré des gens formidables dans ce cabinet. Je me rappelle de celui qui partageait mon bureau, qui m'avait dit au bout de 3 mois, il avait dû voir que j'étais pas bien, il m'avait dit « Pars tant qu'il est encore temps ». Tant qu'il est encore temps. Et puis il y a un jour, en fait, donc ce patron est venu en me hurlant dessus sur un dossier. Je sais, j'avais fait une erreur, effectivement, mais lui aurait dû relire. On était 2 éventuellement à faire l'erreur, quoi. Et voilà, il me hurle dessus, que j'avais fait n'importe quoi, etc. Et là, je me suis moi-même mis à hurler en disant c'est comme ça, je me barre. Voilà. Je me suis mis à pleurer. Alors, il n'était pas là, mais moi, je pleure pas en public. Je me rappelle très bien, je pleurais. Et il y avait une des secrétaires qui m'a appelé et qui m'avait dit « Benoît, il supportait pas, j'étais fumeur à l'époque, et il supportait pas de voir les fumeurs, donc elle me dit « Je vous couvre, descendez, fumez une cigarette ». Je remonte et il était là, il me dit « vous êtes énervé, mais moi je plaisantais, Benoît. » Ok. Donc déjà, première alerte, bon. Et 15 jours ou 3 semaines plus tard, il m'appelle, il y avait un week-end de 3 jours, et il m'appelle le matin à 7h du matin pour aller plaider un dossier. Et il me dit, Benoît, briefez-moi sur tel dossier, je vais aller le plaider, là je suis en route, briefez-moi. Il était 7h du matin. Et en fait, donc j'ai commencé à lui parler, il m'a dit, bon, je vous rappelle dans 10 minutes, je réfléchis.
sur le dossier, je vous rappelle. Et moi, j'étais en fait tétanisé dans mon canapé. Et ma compagne de l'époque me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis ben non, il doit rappeler, donc je bouge pas du canapé. Et en fait, je pouvais plus me lever. J'étais tétanisé. Et là, j'ai été arrêté en fait en burn-out. Et quand j'ai Ça a duré combien de temps? cette collaboration, L'arrêt? 10 jours. 10 jours. 10 jours. Et quand je suis revenu, en fait, j'ai donné ma démission. Et pour vous dire comment il était, pour ça je dis particulier, parce que même avec le recul, je peux pas complètement lui en vouloir. Il était particulier, ce confrère. Et il me dit, quand je lui donne ma démission, il me dit mais Benoît, vous avez bien raison, faut pas travailler avec des fous. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai recroisé parfois. Et il a été très gentil, il m'a dit par contre, je vous laisse pas partir tant que vous n'avez pas de collaboration. Et en fait, je suis resté comme ça 6 mois. Dans un... Rémunéré. Alors, j'ai rémunéré, je bossais mes dossiers. Et il me dit, mais vous avez jamais aussi bien travaillé. Je dis, oui, mais je crois parce qu'en fait, j'ai plus la même pression. C'est-à-dire que je savais que je partais, en fait. Et puis un jour, je lui ai dit, écoutez, il faut peut-être mieux que je parte. Enfin, je vais juste partir avant d'avoir retrouvé. Ouais, parce que je lui dis là, j'arrive pas à chercher, en fait. Et ça vous a pas donné presque envie de rester sous ces modalités plus légères, moins investies? Ah ben je pense que si, je pense que peut-être, mais peut-être que si j'avais dit bon finalement je veux bien rester, est-ce que vous me reprenez? Il serait redevenu peut-être, mais il serait Barjo. peut-être revenu tyrannie quoi. Donc voilà, et quand même là j'ai fait, je pense qu'on peut appeler une dépression hein, pendant 6 mois après, j'ai rien fait, je dis dépression, non. Ça peut se dire. Ouais, non, mais je veux dire, je sais pas parce que j'étais moi, pas. ma dernière dépression, j'ai regardé Viking. Hein, donc, j'ai regardé les 70 heures de Viking en un mois et demi. Donc, même un mois, je crois. Donc, je pense que c'est ce qu'on fait hein, quand on fait une dépression. C'est vrai. Alors, je me rappelle, j'ai bouquiné. Je me vois encore dans mon salon à enchaîner des pavés. J'adore. Vous lisiez quoi? J'ai Dostoïevski. J'ai découvert Dostoïevski. Ah oui, en plus, déprimé Dostoïevski. J'ai découvert grosse en fait. ambiance. Ouais, grosse ambiance. Mais j'ai découvert et je me suis dit, mais c'était la révélation quoi. Et Tolstoï aussi. Enfin, j'ai découvert ces gros romans, vous voyez, russes. C'était formidable. Et puis, quand même, j'avais un petit peu de dossier. J'avais gardé je faisais un peu de droit des étrangers quand j'étais à la fac. Donc, j'avais fait partie de bénévoles sur des permanences, des choses comme ça. Donc, j'avais comme ça un ou deux dossiers qui traînaient. Et puis bon, il y a un moment quand même, je me suis dit, bon, faut payer, quoi. Faut vivre. Donc, je me suis inscrit sur des listes de permanence. J'ai fait des formations, etc. pour être commis d'office. Et ce que j'ai été assez régulièrement. J'avais le temps, donc... au barreau de Paris, c'est vrai que quand vous avez le temps, enfin on vous appelle dès qu'il y a quelqu'un qui est indisponible, on peut vous appeler du jour au lendemain parce qu'ils savent que vous êtes disponible pour vous rendre disponible, pour venir sur la permanence. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, à un moment je me suis dit bon je peux plus travailler de chez moi, faut que je me prenne un bureau, que je louais à l'heure, et puis après je me suis dit j'ai pris un bureau à temps plus long. Puis après, je suis arrivé ici où là, j'ai embauché j'ai 2 collaboratrices. Et, Ok, donc là, vous m'avez fait la version super accélérée. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que quand vous avez arrêté cette deuxième collaboration, vous vous êtes pas dit, en fait, ras-le-bol des collaborations, je m'installe. C'est-à-dire que ça s'est vraiment plus fait au fil de l'eau. Il y avait ces dossiers de droit des étrangers. Et vous vous êtes dit bon, et puis ensuite, hop, la permanence pénale. Et il y a un moment où vous êtes... Est-ce qu'il y a eu un moment quand même où vous vous êtes dit, en fait, je fais le deuil de la collaboration, je ne deviendrai pas collaborateur, je ne ferai pas de droit des affaires, je vais être pénaliste et faire autre chose? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire, moi, je m'étais déjà... pour vous dire, il n'y a pas de plan de carrière, c'est que moi, je me serais bien vu collaborateur toute ma vie. Ah ouais? Je me disais, monter un cabinet, oh là là, pas du tout envie, bah ouais. Et quand j'étais collaborateur, c'était un peu ça. Hein. Je me disais, je voyais, ils voulaient devenir associés, les autres. Je me disais, oh, collaborateur, c'est très bien. Tu fais les dossiers qu'on te donne, tu rentres chez toi. Je sais pas, hein. J'avais un peu une image en me disant complètement bizarre. Et je m'étais jamais imaginé pouvoir m'installer. Et plutôt, je dirais, les 6 mois que j'ai eu de dépression, plutôt à me dire, en fait, ce métier n'est pas fait du tout pour moi. Vous voyez, à me dire... en fait, c'est pas ça. Donc, c'est vrai que j'ai quand même postulé pour être juriste dans des... je me rappelle, j'avais passé des entretiens à l'AMF, Autorité des marchés financiers.
à la commission bancaire également, pour être juriste en fait. Et ça n'avait débouché sur rien? Ça n'avait rien débouché. Alors sur l'AMF, j'ai jamais trop compris pourquoi, parce qu'en fait il y avait l'équipe, on va dire pas des exécutants, enfin des opérationnels qui eux voulaient me prendre. Et au niveau de la DRH, ça a complètement bloqué. J'ai jamais trop su pourquoi. Je pense peut-être que c'est parce qu'on avait, dans le cabinet où j'étais, où j'avais été collaborateur, on avait eu un dossier en défense à l'AMF, et peut-être qu'il y avait des histoires, vous saviez, d'ancienneté par rapport au dossier, un peu de risque Collision de conflit d'intérêt, ouais. voilà. Je sais pas, j'ai jamais su le fin mot de l'histoire. J'avais postulé donc dans d'autres cabinets, j'ai quand même eu des entretiens. Il y avait un cabinet qui me plaisait beaucoup, qui faisait du droit de l'aviation. Je me suis dit, je connaissais rien. C'est HF. J'arrive Ah pas. non, ouais. J'arrive pas à me retrouver le nom. J'ai souvent recherché. Vous savez, comme quoi, c'est bizarre. Ouais. Et je me rappelle, l'associé qui m'avait reçu, qui était en charge du recrutement, était un mec adorable. Et l'associé avec qui j'aurais dû bosser, en fait, elle m'a paru aussi tyrannique que mon. Et elle m'a pas pris. Manifestement, je ne convenais pas. Et en fait, je pense que c'était un cabinet où j'avais compris que son collaborateur qu'elle avait, grosso modo, ça tournait tous les 6-8 mois. Oui. C'est qu'il y a un souci. Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis, effectivement, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà. Après, j'avais postulé, j'en avais eu des petits cabinets qui faisaient, moi, j'ai un qui faisait du recouvrement de créances. En fait, ça avait l'air extrêmement inintéressant. Mais ils étaient hyper gentils, je me rappelle. C'est dans le 16e, côté place Victor Hugo, je crois. Ils étaient hyper gentils, et c'est vrai. Oui, mais il était honnête. Il m'a dit, mais vous êtes sûr? Parce que vous savez, ça va beaucoup vous changer comme contentieux. Et c'est vrai que je me suis dit, non. Je me suis dit, en fait, juste parce qu'ils avaient l'air gentils. Vous avez l'air tellement sympa. Ouais, je me suis dit, ouais, ils ont l'air gentils, ils ont l'air normaux. Et puis peut-être, je sais plus là si au final ils m'ont pas pris finalement, ou si c'est moi qui me suis dit, bon, peut-être que c'est trop. Voilà, je sais plus. Donc voilà, et après, donc l'installation, j'avais pas prévu de le faire. J'avais prévu d'être collaborateur toute ma vie. J'avais prévu d'être commissaire-priseur. J'avais prévu d'être collaborateur toute ma vie. Et en fait, vous vous êtes installé pour faire du droit pénal. Et voilà. Et c'était et quand vous vous êtes installé, vous vous êtes dit, je vais faire du droit pénal, ou vous vous êtes dit, je vais faire ce qu'on me donne? Genre droit de la famille. Alors, je me souviens, au début, j'ai fait un peu ce qu'on m'a donné. Après, j'ai très vite dit que j'étais pas compétent. C'est-à-dire droit de la famille, j'ai dû faire un divorce. Ça m'a bouffé ma vie, quoi. Je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible, les divorces, parce que les gens sont fous, en fait. Enfin, je trouve que ils se battent comme des chiffonniers parce qu'ils ont leur tristesse sans doute, et ils portent beaucoup de choses dans leur. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi les confrères adverses qui portent aussi beaucoup de choses dans le divorce de leurs clients. Et donc c'est très vite, j'ai dit, voilà, en fait, je me rappelle, le client n'était pas désagréable. C'est pas un problème de client, c'était l'ambiance du truc, c'était la matière. J'ai dû faire un peu de civil, de mémoire, un truc de changement de nom, de mémoire. Non, de mariage, oui, de mariage, qui n'est pas un vrai mariage. Un mariage putatif, moi, j'ai fait des recherches. Et puis, en fait, le pénal, je l'ai fait par les permanences et par une rencontre. C'est-à-dire que je me suis... alors déjà, quand j'étais étudiant, il faut savoir, quand j'étais étudiant à l'ESSEC, j'ai intervenu au sein du GENEPI. Voilà. Et donc, à la maison d'arrêt du Val d'Oise, je pense que moi qui venais d'une famille bien rangée, garçon de bonne famille, aller en prison, c'était un peu excitant, quoi. Je pense comme beaucoup d'étudiants du GENEPI, c'est l'intérêt de rentrer dans la prison. Et ça a été critiqué pour ça, et puis... voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'était quand même une expérience formidable, de rencontre. C'est vrai, c'est extraordinaire quand même. Ces gars qu'on voyait toutes les semaines. Je dis on parce qu'on était deux, on faisait une activité à deux. On avait un groupe de 6 détenus.
Et donc j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Bon, voilà, les années sont passées. Et donc quand, quelques années après, je mets quelques dossiers de pénal, je cherche une question sur de l'application des peines et je cherche sur Internet. Et je tombe sur un site Internet qui s'appelle Banc Public et qui a été créé par des anciens prisonniers et qui rassemble un maximum d'informations sur la prison. Et je me dis, mais c'est vachement bien ce site. Et je leur écris en disant, voilà, écoutez, peut-être que... Et là, j'étais dans l'idée, voilà, de devenir éventuellement juriste. Je leur dis, peut-être que vous cherchez à recruter. Je n'avais pas compris que c'était des bénévoles. Pour vous dire, mais c'était tellement bien fait que je me suis dit, ça va être un truc un peu institutionnel. Donc je leur écris, je dis, voilà mon CV, ça peut vous intéresser. Et là, en fait, je reçois juste un mail et on me dit, bah, écoutez, on n'a jamais d'avocat qui nous a proposé ces services. C'était étonnant. Et surtout que je vous ai pas vraiment proposé des services. Je vous proposais de m'embaucher et ils me disent si vous avez du temps, est-ce que vous pourriez relire des trucs qu'on fait, etc. Des notes sur des points de droit. Je dis pourquoi pas. Et en fait pendant 6 mois comme ça, je leur ai fait des fiches. J'ai compris que c'était bénévole quand même au bout d'un moment. Mais voilà, je leur ai fait des fiches, je leur ai des communiqués, des trucs comme ça. Et puis à ce moment-là, il y a le président qui un jour m'appelle en me disant écoutez, ça serait bien quand même qu'on se rencontre, puisqu'on ne vous a jamais vu, alors que vous bossez pour nous comme ça, qu'on se rencontre. Et ça a été un peu un coup de foudre amical. Et cet homme avait fait beaucoup de prison. Et extrêmement droit et finalement je me suis intéressé à l'univers carcéral et il a donné mon nom à un prisonnier qui était en perpétuité, je me rappellerai toujours, et qui avait un problème en prison et que je suis allé le voir en prison et quand je me suis occupé de cet homme, en fait ça a été un peu une révélation. C'est-à-dire je me suis dit mais c'est ce domaine du droit que j'ai envie d'investir, c'est ce domaine où il n'y a personne, où quand vous êtes perpétuité, c'est pas que la durée de la peine. Votre perpétuité, elle a d'autres conséquences qui est la perte finalement aussi de liens. Il n'avait plus de famille autour de lui, plus personne venait le voir, il n'avait plus d'amis. Bon, déjà par l'horreur des crimes commis, mais aussi parce que les gens vous oublient en fait. Vous êtes perpétuité, vous tombez dans l'oubli en fait. Et je me rappelle, donc j'étais allé le voir et j'avais peur. Je me suis dit perpétuité. C'était un petit gars, pas plus grand que moi, très sympa, très jovial, enfin très agréable, très agréable, un mec très sympa. Et je me rappelle, je l'avais défendu en commission de discipline pour une bêtise et il avait quand même pris 10 jours de mitard. Et moi j'étais sorti de là, mais quasiment je pleurais. Pour moi, il partait au mitard, c'était pire que tout. On lui aurait coupé la tête, quoi. Et je suis revenu et le surlendemain, j'avais une lettre de lui du mitard où il me disait ne vous en voulez pas, ça valait vraiment le coup de se prendre 10 jours de mitard rien que pour vous entendre ce que vous leur avez balancé dans la figure. Je suis ravi, moi je passe 10 jours tranquille, je bouquine, je fais mon sport, je vois personne, ça me fait du bien. Formidable, quoi, formidable. Et voilà, et après c'est vrai quand vous mettez un peu votre pied en prison, s'il y a un prisonnier qui est content, c'est ce qu'on appelle radio-prison. Vous en avez presque 10 d'un coup qui vous contactent, en fait. Et donc, vous, c'est cette rencontre, je veux dire, ce bénévolat pour Banc Public et ensuite cette rencontre avec le président, c'était justement au début de votre installation, oui. Au début de quand vous preniez un peu ce temps, un peu comme ça C'était la même année, c'est-à-dire que j'ai quitté ma collaboration fin 2007 de mémoire et je pense que... Banc Public, le premier contact doit être septembre 2008, vous voyez. Donc oui, 6-8 mois après, quoi. Et ce client qui a un peu marqué le début du pied mis en prison, c'était pareil à ce moment-là, quoi. Ça a c'est pas... ça, ouais. oui, c'est ça, ça devait être... Et ça, effectivement, le côté radio-prison a marché rapidement. Très rapidement. Ouais. Parce que j'ai interviewé Delphine Bozell, pour qui elle, il y a eu le dossier qui a marqué vraiment le début de Radio Prison a mis un petit peu plus de temps à se débloquer, si mes souvenirs sont bons, de notre échange. Elle avait d'autres dossiers qui lui étaient envoyés, sa collaboration de dossiers qui lui étaient envoyés, notamment par des confrères, etc., etc. Mais le côté vraiment, les clients propres qui viennent, Radio Prison, la confiance et sa capacité aussi à plus s'affirmer dans les honoraires, dans plein de choses, c'est venu un peu plus tard, quoi.
Et vous, c'est venu relativement rapidement. C'est venu relativement rapidement, mais comme aussi, ça vient très rapidement de perdre cette clientèle. C'est vrai que, en fait, d'un coup, vous pouvez avoir 10 clients et d'un coup, vous n'en avez plus dans cette prison. Vous voyez, parce que y a un client finalement qui n'est pas forcément content de votre travail, où il attendait plus, voilà, où il est transféré. Et d'un coup, vous perdez. Il y a un moment, j'avais peut-être 50 clients dans une prison, j'en ai plus aucun. Je pense à Melun, j'en ai plus aucun à Melun. Mais j'en ai ailleurs, vous voyez. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est. Je dis 50, peut-être 30, mais vous voyez. Non, mais en tout cas, en une semaine, vous recevez plein de clients qui vous expliquent qu'en fait, ils vous dessaisissent de leur dossier, quoi. Sans me dessaisir. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez. En fait, j'ai très rarement été dessaisi par un prisonnier, mais plutôt, d'un coup, il vous écrit plus, il vous demande plus de conseils, il vous demande plus d'intervenir. Mais c'est d'un coup en fait. Et parfois ça m'est arrivé à certains de leur réécrire en disant tout va bien, si vous avez besoin, n'hésitez pas toujours. Et plus de nouvelles. Pas de nouvelles, ouais. Et donc, après, pour le reste, c'est... Enfin, du coup, est-ce que je comprends la radio-prison dans la prison? Donc, par exemple, une personne satisfaite à Melun qui passe le mot, et là, tout de suite, ça fait plein d'enthousiastes à Melun pour leurs problématiques de droit pénitentiaire, etc. etc. Et comment vous passez à une autre prison? Parce qu'en fait, les gars... En fait, le radio-prison, il n'est pas qu'interne. Radio-prison, il est aussi... entre les prisons. Entre les prisons. Et ça m'arrive parfois de recevoir des courriers dans des endroits où je n'ai jamais mis les pieds. Mais vraiment, la dernière fois, c'était à Avignon. Un gars qui m'écrit en me disant qu'il voulait que je le défende. Il avait eu mon contact par un ancien client, donc qui apparemment, que je ne connaissais plus, mais qui avait dû retomber en prison et qui lui avait donné mon nom. Ça, c'était il y a 1 an. Alors que c'est un client que j'ai perdu de vue depuis 8 ans. Ouais. Ouais. Donc, et qui maintenant donc, il doit être traîné dans le sud, dans les prisons du sud-est de la France, mais il ne me contacte pas moi, mais il donne mon nom à un autre. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Donc, non, ça... après, je ne vous cache pas, c'est vrai que j'ai pas de clients dans le sud-est, à part celui-là, là, qui était à Avignon. Et c'est vrai que ça marche quand même un peu par région, j'ai envie de dire... moi, quand j'avais Clairvaux, j'avais forcément Villenox-la-Grande, un peu le Grand Est, voilà, qui rayonnait comme ça. Clairvaux est en train de fermer, donc j'ai de moins en moins de clients, vous voyez. Maintenant, c'est plutôt dans le Nord, Vendin, Condé-sur-Sarthe. Enfin, c'est... Ouais, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, avec ce premier... Et donc, principalement du droit pénitentiaire? Oui. Plus que du droit pénal? Oui. Moi, je fais vraiment plus de droit pénitentiaire que de droit pénal. Donc c'est vraiment du droit administratif que je fais et du droit d'application des peines quand même. Et après du pénal, j'en fais toujours parce que mes clients parfois ils font des conneries en prison et puis donc ça repasse devant une juridiction pénale ou parfois quand ils ressortent, ils refont une connerie. Voilà. Donc voilà. Ou parfois, je pense à un dossier, finalement j'avais le père dont je m'étais occupé en prison pour ses problèmes pénitentiaires et j'ai le fils qui a des problèmes en pénal à l'extérieur. Ouais. Oui. Voilà. Et donc, en fait, il se trouve que cette installation, ça marche bien. Ça a été dur financièrement parlant? Oui, ça a été dur vraiment la première année. Le temps d'enclencher les fonds de roulement, les UV, les trucs, les machins? Exactement, le temps d'enclencher ça. De rembourser aussi, parce que moi j'avais forcément, comme je gagnais plus ma vie, je tirais sur ce que j'avais mis de côté pour payer mes charges. J'avais pas compris qu'un jour on allait me demander de payer les charges. J'avais pas compris. J'ai utilisé la trésorerie, quoi. Et donc oui, ça a été je dirais quand même 2 ans un peu compliqué. Et puis après, mine de rien, en fait, alors, l'argent, j'y pense tout le temps. C'est-à-dire, j'ai toujours peur, voilà. Surtout qu'en plus, j'ai des collaboratrices à payer et j'ai toujours peur de me dire, je les paierai d'ailleurs en priorité par rapport à moi, mais c'est vrai que je me dis toujours, je ne voudrais pas un jour leur dire, écoutez, il faudra qu'on t'arrête parce que j'ai plus de quoi vous payer. Donc, c'est quand même toujours l'angoisse qui est derrière, même si, effectivement, ça tourne bien et que voilà, ça rentre. Donc, il n'y a pas de... pas de raison, mais je pense que c'est peut-être le lot de beaucoup d'avocats d'avoir ce stress-là. Je crois de beaucoup d'entrepreneurs, employeurs. Moi, même en dehors de la profession d'avocat, des employeurs, enfin des ex-employeurs qui ont eu des entreprises avec pas mal de salariés. Et là, je pense par exemple à une personne avec qui je travaille qui a une entreprise avec 15 salariés. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans un modèle
où elle est indé et quand elle fait bosser des gens, elle fait bosser ponctuellement en freelance. Mais en fait, elle a gardé un peu un traumatisme du fait d'être employeur et la responsabilité qui va avec, le fait de savoir que tous les mois, il y a 30 000 balles qui sortent du compte bancaire. Enfin, je veux dire, et ouais, et cette peur et du coup, si je peux pas payer, et non, 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 et qu'est-ce qui se passe? Et bon, en plus, là, c'est du salariat, donc les modalités de rupture si jamais il y a une déconfiture économique sont moins faciles, on va dire. Mais donc je pense que c'est effectivement le lot de beaucoup de personnes, et notamment de beaucoup de personnes qui ont ce sens enfin voilà, de ce que ça implique après en termes de rentabilité, de faire rentrer l'argent qui va permettre de payer les personnes qui comptent sur nous, quoi. Ouais, voilà, et je dirais, en plus, je dis pas parce qu'elles, je sais pas si elles écouteront, mais elles le savent, je leur dis fréquemment, elles sont formidables, mes deux collaboratrices, et je veux pas les mettre en difficulté. Je veux dire, ouais, elles bossent, elles sont dévouées, elles sont pros, elles sont sympas, et voilà, elles ont aussi leur loyer à payer, et voilà, leur vie au quotidien. Et moi, parfois, je me dis, dans le pire des cas, je retournerai chez mes parents. Je liquide tout, je rentre chez mes parents, mais je me dis, elles, je sais pas. Enfin, je pense pas qu'on. Voilà, c'est plus compliqué. Donc, non, ça me. Voilà, j'y pense toujours. Mais c'est vrai que, oui, c'était au début. Mais quand même, j'ai remarqué que c'est un métier, il faut faire de l'investissement. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes premiers stagiaires, finalement, je me suis rendu compte que je gagnais plus d'argent. Même si je sortais de l'argent à la fin du mois. Parce que le stagiaire, il vous fait un travail sur lequel vous passez trop de temps et vous n'avez pas le temps de développer à côté. Et pareil, quand j'ai eu ma première collaboratrice, je m'étais dit, oh là là, j'ai peur. Puis finalement, je me suis rendu compte, mais très vite, en fait, on rentre plus d'honoraires. Et donc, il fallait une deuxième, parce que finalement, je prenais aussi beaucoup de dossiers, et voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est parfois une erreur, en fait, de se dire tout de suite combien ça va me coûter, j'ai un gros risque. En fait, c'est vrai, c'est une profession, voilà, on peut pas payer, enfin, si le contrat, bien sûr, il y a un préavis de rupture, mais je veux dire, voilà, c'est juste, on peut pas vous payer, et dans 3 mois, ça se termine, voilà, il n'y a pas de motif à donner, quoi. Voilà, donc c'est quand même plus facile, j'ai envie de dire, finalement. Mais aussi, je pense que c'est une erreur de croire il faut prendre le risque d'investir un peu. Voilà. Comme je vous dis, dans le pire des cas, on bouffe des pâtes et on dort chez les parents. Non, mais voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, dans l'absence de culture entrepreneuriale globale de la profession d'avocat, il y a aussi la difficulté à penser investissement dans la partie recrutement. Et parfois, on recrute et comme on veut pas que ce soit trop un investissement, en fait, on paye hyper mal. Mais du coup, c'est contre-productif parce que ça fait des personnes qui partent, qui bossent mal, qui sont pas investies, etc., etc. Donc, enfin, je veux dire, c'est un peu le gros nœud de tout ça. Mais effectivement, et vous dites que vous avez pris donc cette première collaboratrice assez rapidement. Alors non. D'abord un stagiaire. D'abord un stagiaire. Assez rapidement. Après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, oh là, en fait, je sais pas pourquoi. Non, parce qu'il n'y avait pas de l'eau. À l'époque, oui, c'est ça, j'avais un trop petit bureau. Ouais. Et en fait. Et donc, c'était pas juste la personne, non. C'était aussi stabiliser les charges, etc. Ouais, ça. Les conditions de travail. Et en fait, c'est quand ma collaboratrice. Enfin, alors, c'est pas la première. Bref, il y a une qui a fait d'abord un stage, et qui avait un stage très longue durée, et qui a débouché sur une collaboration, mais c'était la deuxième officiellement collaboratrice, parce que la première est arrivée directement en tant que collab. Faisait un peu dans le temps. D'accord. Et la première, elle n'est pas restée longtemps ? Si, en fait. C'est juste que la deuxième. La deuxième. Ça a été un stage prolongé c'est un stage prolongé en collaboration. Et c'est par ce stage prolongé que je me suis dit, je l'embauche. Pour deux raisons. Comme vous disiez d'ailleurs, l'investissement, oui, il faut motiver aussi avec l'argent. C'est vrai que ça motive l'argent. Moi, je préfère bien les payer, leur faire des primes, etc. Voilà, parce qu'elles le méritent, et puis parce que voilà, on a les moyens, et parfois il faut répartir les fruits de la croissance, comme on dit. Et puis parce qu'elles ont su, c'est là où elles sont intelligentes, se rendre indispensables. C'est-à-dire que voilà, il y a des clients qu'elles savent très bien gérer, que moi j'arrive plus à gérer parce que j'ai plus forcément la patience, le temps, et elles, ou peut-être parce que tout simplement elles ont une sensibilité différente, elles arrivent à mieux gérer. Et parfois il y a d'autres dossiers où elles me font comprendre, non,
Mais non, c'est trop dur pour moi, faites-le. Ouais. Et c'est très bien, en fait. Ouais, c'est très bien. Après, il y a un moment, je leur dis, à vous, faut tenter aussi des trucs difficiles. mais non, mais je leur dis, vous inquiétez pas, je suis derrière, vous inquiétez pas. On tente, quoi. Et donc, c'est les 2 collaboratrices que vous avez recrutées et bah, c'est franchement 100% gagnant. Hein. Ah ouais, non, moi j'ai de la chance. Ou vous avez de la chance ou vous êtes un bon manager, je sais pas. Après, c'est à elle de le dire. Mais... Ouais, voilà. Non, je pense que mais voilà, je pense que ça. Voilà, je leur hurle pas dessus comme j'ai pu me faire hurler dessus. Je pense que j'ai quand même intégré le fait que faire hurler sur les gens, à part les rendre malades, ça les aidait pas beaucoup. Il y a des moments où je suis stressé et je sais, il y en a une qui me dit Benoît, vous êtes stressé. Genre, allez prendre un verre d'eau parce qu'elle doit sentir et elle doit le subir. Et donc, genre, c'est un degré de confiance quand même d'arriver à ce niveau de relation où on peut regarder la personne et dire en fait, là, vous êtes juste stressé, vous allez aller manger un petit morceau de chocolat, boire un verre d'eau, on en reparle dans 10 minutes. C'est vrai, mais vous avez raison, c'est un niveau de confiance. Non, mais c'est fou parce qu'il y a plein de patrons ou de patronnes qui diraient mais tu t'es cru où quoi. Oui, après elles savent le dire aussi avec, avec tact. Elles me disent pas allez bouffer un carré de chocolat. Mais, non, elles vont me dire non, ça va là, allez peut-être marcher Benoît. Oui, quand même, le message reste quand même assez clair. Oui, mais en fait, elles ont raison. C'est-à-dire qu'une fois, parce que je crois qu'une fois, il y en a une, je crois que je l'avais mis trop de stress. Et elle m'a dit, ça avait été dur, vous m'aviez beaucoup stressé, etc. Je lui dis, en fait, je lui avais dit, n'hésitez pas. Je lui dis, quand vous me voyez partir un peu en roue libre, vous me le dites, ouais. Vous me le dites. Et donc, elle me dit maintenant, vous voulez pas aller à la poste? J'ai compris. J'adore la subtilité ou l'absence de subtilité du dispositif. Mais c'est bien. Moi, ça me convient. Et vous avez dit oui, quand je prends un stagiaire, une collaboratrice, ils peuvent travailler et puis en fait c'est un investissement parce que je rentre plus, enfin je veux dire en chiffre d'affaires plus que ce qu'il ne me coûte, etc. Et moi ça me permet de me dégager pour des actions de développement. On a parlé du développement via Radio Prison. Qu'est-ce que vous faites comme autre action de développement peut-être plus proactive que l'aspect Radio Prison? Les associations. Associations? Oui, je suis vraiment impliqué dans des réseaux de droit pénitentiaire, à la fois européens en fait. Je suis au conseil d'administration d'un réseau de contentieux pénitentiaires au niveau européen. Je suis au conseil d'administration de l'OIP. Je suis président de banque publique maintenant, mais ça va se terminer. J'écris des articles pour la J pénale, pour Wolters Kluivert, notamment sur le formulaire procédure pénale. Je fais je suis invité à des formations, vous voyez, pour des confrères en droit pénitentiaire. Oui. Voilà, je vais développer ce genre de choses-là. Voilà, c'est ça mon temps. Et puis, je reprends le temps d'aller voir les gens en prison. Chose que je ne faisais plus parce que je n'avais plus le temps. Donc, j'y allais vraiment. Et en fait, ça, c'est pour le besoin. Que pour le besoin. Vraiment. Puis, le besoin, genre dernier. Enfin. Extrême quoi, c'est-à-dire vraiment on n'a pas d'autre choix que de vous prendre un moment dans l'agenda quoi. Voilà. Donc non, maintenant je reprends ce que je faisais qui était d'essayer au moment où vous voyez au moment de Noël, au moment des grandes vacances. Moi je coupe toujours au mois d'août. Mais à ces moments-là, d'aller au mois de juillet ou courant du mois de décembre, aller voir mes clients, d'abord les plus fragiles. Voilà, ceux qui parfois ont des phrases une extrême solitude. Moi, je rappelle d'un qui une fois m'avait dit, je lui avais dit, mais qui vient vous voir? Il me dit, oh ben non, il n'y a personne. Je dis, vous avez de contact avec personne? Vous au téléphone? Il me dit, si, il y a Marc, l'aumônier. Je dis, ah d'accord, l'aumônier dans telle prison, oui. Il me dit, et puis il y a vous? Et il me dit ça avec un grand sourire. Je dis, en fait, c'est terrible. L'avocat devient un interlocuteur, ouais. Ouais, l'interlocuteur, quoi. Qui me mettait au même niveau finalement que l'aumônier avec qui qu'il tutoyait, avec qui il y avait un lien de confiance amical en fait. Et ça, c'est terrible en fait quand vous entendez ça, vous dites. Et donc voilà, je reprends le temps en fait de passer c'est pas du temps perdu en fait que d'aller voir les clients en prison. Voilà. Juste prendre des nouvelles. Voilà.
Vous avez une bonne part de votre clientèle, vous arrivez à tracer entre guillemets les dossiers qui vous viennent d'autres confrères, justement, issus de ces actions de développement que vous faites, de formation, de publication, de tout ça? Alors je les trace en demandant en fait aux gens Ouais, comment ils m'ont connu. Et alors quand ça vient de confrères, parfois je connais pas les confrères. ouais. Donc en fait je C'est fou, hein? pense, ouais, c'est Mm. voilà, je me dis voilà, ils m'ont peut-être vu quelque part ou ils ont peut-être lu un article, je sais pas. Vous Mm. voyez, donc je trace, oui, j'arrive à. Alors après, par exemple, le pourcentage éventuellement de combien de. Non, bah Non, si vous l'avez, mais oh non, je l'ai pas. vous n'êtes pas un ancien matheux qui a gardé Non, la ouais. manie d'avoir un tableau Excel hyper carré. Non, ouais. Non, 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 mais j'étais curieuse. Et puis c'est intéressant que vous en parliez du fait que vous demandez parce que j'ai interviewé un pénaliste récemment qui s'appelle Ibrahim Chalabi, qui a récemment prêté serment. Et lui, il n'ose pas demander aux personnes qui viennent le voir comment ils l'ont connu parce qu'il dit j'ai peur qu'ils pensent que je suis étonnée qu'ils me connaissent et donc que ça dégage du manque de confiance en moi et comme si mon business tournait pas. Et j'ai une autre, mais j'ai pas diffusé son interview encore, une autre pénaliste qui m'a dit un peu pareil, genre qu'elle ose pas demander aux gens. Et donc j'étais surprise parce que je disais bah c'est quand même intéressant de savoir comment les gens nous ont connus et voilà. Bref, j'avais eu cette discussion donc Je suis d'accord avec ouais. vous, c'est important. Moi, pour le coup, alors j'ai pas du tout de. S'ils me disent, parfois, il y a des gens qui me disent, oh, je vous ai trouvé sur Internet, il y a de bons avis Google. Ouais, sur les avis Google, il y a des amis qui m'ont mis des avis Google, comme Oui, tout le mais monde. Voilà, c'est pas mais évident. ce que je dis, bon, je dis, bah, très bien, si ça. Enfin, voilà, je leur dis, ah, d'accord, voilà. Mm. Euh, Avant que vous arriviez, il y a une dame qui est venue avec voilà, déposer son dossier pour son mari, et j'arrive toujours pas à comprendre comment elle me connaît. Ouais. Elle m'a dit le nom, je vois pas du tout. Manifestement, c'est un peu en droit je fais un peu de droit des étrangers quand même. Ouais. Je fais, grosso modo, mon activité aujourd'hui, c'est 70% de pénitentiaire et on va dire 25% de droit des étrangers, essentiellement de l'asile, et on va dire 5% un peu de droit de la presse, les émissions de télé de faits divers, vous savez, type fait entrer l'accusé, etc. Ça vient d'où ce Ce business-là? contentieux, Ouais. ça vient justement de mon premier gros client dont je vous ai Ah parlé, qui oui? était Perpète, et qui avait un jour m'avait appelé en disant oh, j'en ai marre, il a fait entrer l'accusé encore sur moi, etc. Et donc je lui dis on va essayer de trouver une solution. Donc la solution avait été de les assigner en justice. Et ça a plutôt marché parce que du moins, si on n'a pas gagné sur le fond, bah, ils ont pu diffuser. Oui. Et donc en fait, c'est des contentieux ou c'est des émissions, en tout cas des journalistes qui font des émissions ou des papiers sur des faits qui sont pénaux, enfin bref, avec des personnes incarcérées concernées et tout. Et ces personnes-là sont pas à l'aise, ça leur convient pas en fait qu'il y ait un article ou une émission sur eux. Et donc enfin voilà, il y a des actions sur l'aspect, j'imagine, réputation, enfin des choses comme ça, Voilà. droit à l'image, au truc, au machin. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire alors, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas forcément. Là, je pense ce matin, j'ai répondu à un homme comme ça. C'est pas tant qu'il y a eu un papier ou une émission, c'est la répétition en fait, et c'est les Mm. conséquences que ça a en détention. C'est-à-dire que d'un coup, c'est très regardé ces émissions-là, et en détention, et quand d'un coup vous comprenez que votre voisin de cellule c'est un abominable, enfin, ça a Oui, été parce un qu'entre eux, ils criminel. se le disent pas Ils ne disent pas particulièrement. forcément Ouais. particulièrement, voilà. Et donc ça crée beaucoup de tensions en prison. Mm. Et puis voilà, d'autres, je me rappelle d'un alors, je lui avais dit, vous savez, vous avez un prénom et un nom assez commun. Quand on tape votre prénom et votre nom sur Internet, on tombe pas sur votre affaire, on tape sur des gens, garagistes, je sais pas moi, Mm. euh, dans le nord de Paris. Enfin, pas du tout en fait votre affaire. Donc je dis, vous, la peur que vous avez, elle est justifiée, mais elle est démesurée par rapport finalement à ce que vous craignez. C'est-à-dire que À l'impact de à réputation réelle. l'impact, voilà, le vrai impact. Après, c'est sûr quand vous avez un prénom et un nom qui sont absolument pas communs, oui, voilà. Donc le but, c'est moi, ce que je dis à ces émissions, c'est diffuser si vous voulez, mais on peut arriver aussi à un équilibre qui est un moment. Pourquoi finalement rediffuser autant de nombre de fois? Pourquoi ne pas accepter peut-être, surtout sur des personnages, on va dire plus secondaires dans certains procès,
d'anonymiser peut-être, parce qu'il y a quand même, on voit certaines émissions qui floutent ou qui anonymisent un nom. Donc c'est qu'il y a eu un accord au préalable. Donc j'essaie parfois d'arriver à ça. Et puis parfois il y a des sessions d'images. Je me rappelle une fois j'avais gagné pour une femme qui était incarcérée. Il y avait des photos d'elle quand elle était enfant, en fait, qui avaient été utilisées. Alors on ne sait pas comment le journaliste l'avait obtenu, si c'est pour sa famille à elle, c'était possible. D'ailleurs elle pensait que c'était une de ses sœurs qui les avait données, mais on ne sait pas. Et voilà, on disait ces images, elles n'ont même jamais été publiées et elles violent l'intimité de la vie privée qui est quand elle était adolescente au bord de la plage. Donc, et bon, après, voilà, ils veulent retrouver un certain anonymat. Est-ce que je comprends ? Parce que moi, c'est ce que je plaide souvent en disant, voilà, quand il n'y avait pas ces émissions-là, finalement, vous aviez que la presse papier, éventuellement la presse radio. Et ça s'oublie, quoi. Et ça s'oublie. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus oublier. Et il faut quand même que pour la société, avance, il faut aussi... En tout cas, la prison a aussi voilà. théoriquement cette vertu de réinsertion. Et pour que ce soit possible, il faut effectivement qu'il puisse y avoir un oubli derrière. Voilà, qu'il peut y avoir, comme... voilà, qu'il n'y a plus la même médiatisation. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, c'est manifestement un sujet qui vous passionne parce que du coup, je vous ai un petit peu attendu en salle d'attente. Vous avez une bibliothèque théorique et d'essais et philosophiques sur le sujet de la prison qui est très très riche. Oui, alors après, c'est vrai que j'ai eu la passion prison, on va dire. C'est-à-dire que oui, j'ai été passionné par mon métier. Aujourd'hui, j'arrive quand même, mais ça m'a aussi bouffé l'esprit. C'est-à-dire que je ne pensais plus que prison. Enfin, c'était... Et aujourd'hui, quand même, peut-être parce que j'ai 43 ans, d'autres centres d'intérêt dans ma vie, ou je ne sais pas, qui font que le soir, j'arrive à ne plus prendre... Avant, je ne pouvais acheter que des livres sur la prison. Ouais, c'était un récit sur la prison, un essai. Aujourd'hui, quand même, j'arrive à relire des choses... qui n'ont rien à voir. Même si ça me prend mon esprit, mais il faut aussi peut-être à un moment dire aussi plus laisser envahir autant. C'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai un peu ce même pas avec du droit maintenant, mais j'ai un peu aussi ce même travers. Pendant plusieurs années, je n'ai lu que des trucs de sociologie, de psychologie, de sciences sociales et tout pour aller avec mon travail avec Fleur d'avocat. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais j'étais avant quand même, je lisais des livres, des romans, des trucs où genre je m'évadais. C'était formidable. Et maintenant, j'en fais presque un exercice, en fait, de me dire, ok, tu vas te replonger dans un livre qui n'est pas un livre professionnel et c'est aussi bien pour toi. Et c'est cool. Et vous avez parlé commissaire-priseur, là, je vois des œuvres. C'est des choses que vous avez chinées chez Drouot Pour le coup, en brocante. En brocante. En brocante. Okay. Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de chez Drouot. Il y a chez moi, il y a des choses... Chez vous, et vous disiez peut-être un jour, parce que peut-être un jour tout est possible ou... Oui, parce qu'un jour tout est possible. Parce que, d'ailleurs, je leur dis, mes collaboratrices, il y a une nouvelle collaboratrice dans le cabinet qui ne travaille pas pour moi, mais pour une autre avocate et qui vient de prêter serment la semaine dernière. Et donc, quand on a fait son petit pot, je lui dis, allez, vous êtes parti pour 45 ans. Et elle me dit, ça me déprime. Je dis, mais non, vous avez aussi autre chose de votre vie. Vous ferez autre chose. Vous ferez peut-être ça toute votre vie. Vous aurez d'autres sans intérêt dans la vie. Puis je lui dis, 45 ans de vie professionnelle. Moi, j'espère bien qu'on fera aussi un peu autre chose. Enfin, moi, je suis... Mais peut-être jamais. Hein, Bah, on verra. Voilà, on verra. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez pour votre cabinet pour l'avenir ? Des plus grands locaux, un plus grand bureau. C'est dans les projets ? Ouais. C'est dans le pipe ? C'est exactement. Ouais. C'est dans les projets. Dans les projets, pour qu'en plus mes collaboratrices, elles aient un bureau, pas forcément chacune, mais au moins un bureau à deux. Ouais, là, vous en avez une ici. Il y en a une ici et une là. Ah oui, ok. Alors, vous êtes bien... Ouais, on est quand même bien. Hein. Puis avec le Covid, c'est bien. Donc quand même, là, il y en a une qui travaille en télétravail, il y en a une qui est en audience, donc c'est parfait. C'est gentil qu'elle me laisse son bureau. C'est ça. Et puis, moi, j'ai un bureau plus grand, mais vous voyez comment c'est fou. Donc voilà, d'avoir des plus grands locaux, on y pense avec les autres... Vous êtes associé ou pas du tout ? C'est juste On est juste au moyen. Moyen, ok. Voilà, on est juste au moyen. Donc projet 2022, plus grands locaux. Ouais. Et quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie professionnelle ?
Votre dernière joie, c'est vous qui choisissez. Ouais, non, c'est pas professionnel, ma dernière joie. C'est quoi votre dernière Ma dernière joie, c'était des vacances que j'ai passées il y a une dizaine de jours dans le Béarn chez des amis. Et ils vivent. J'étais hyper bien, quoi. Je vis dans une maison qui est dans les montagnes, dans les collines, avec une vue magnifique. Et le matin, il y avait un beau lever de soleil. C'est vrai que c'était. Je me suis dit, on est bien. Parce que c'est bien. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Je suis bien nu sous ma robe, je trouve. Vous êtes bien nu sous votre robe? Sans ma robe, je me sens parfois bien démuni et bien nu. Ouais. Donc sous ma robe, mais peut-être aussi ce qui fait une force, j'ai mon cœur mis à nu et je pense que ce qui fait aussi que j'ai des clients quand même en détention avec qui il y a une confiance, une estime. Je pense que ça vient aussi du fait que alors je sais garder mes distances, mais je sais aussi à des moments un peu dévoiler. Voilà. Mais c'est vrai que sans ma robe face à des magistrats, je ne me sens pas bien. Merci beaucoup pour cet échange.